Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence. Alors aujourd'hui, parmi vous se trouvent peut-être des personnes qui souhaitent mener à bien un projet de développement d'applications mobiles ou qui ont déjà peut-être une application mobile. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait des étapes, des clés pour faire en sorte que votre application soit la plus réussie possible. Donc on va balayer un certain nombre de problématiques à traiter. Alors, je suis Anthony Zanetti, je suis directeur technique et cofondateur de la société ActioCode à Metz. Alors, comme je disais, c'est des étapes, des clés pour réussir. Donc la première clé, c'est définir précisément son projet. Donc c'est un peu comme tout avant d'avancer dans la création d'une application mobile ou dans d'autres projets. L'idée, c'est vraiment de bien cadrer son projet. Alors bien sûr, ça passe par le sacro-saint cahier des charges, spécification fonctionnelle, en fait, on l'appelle comme on veut, mais enfin, un document qui va clairement identifier les fonctionnalités, enfin, les besoins, les fonctionnalités de votre application que vous souhaitez développer, avec pour qu'il n'y ait pas de doute, lever toutes les ambiguïtés possibles. C'est vraiment la première étape importante, c'est de poser ça dans un document plutôt exhaustif. Voilà, il y a des façons de faire, c'est pas le but d'expliquer aujourd'hui comment on fait un cahier des charges, mais en tout cas, si au départ déjà vous n'avez pas de cahier des charges, arrêtez-vous là et faites-le, n'allez pas plus loin. Prévoir aussi, toujours dans définir son projet, l'environnement technique de l'application. Il faut déjà essayer de se projeter sur quelques questions assez simples. Déjà, est-ce que mon application, je la veux dans tous les stores, sur toutes les plateformes, pour tous les smartphones. Des fois, il y a des applications très spécifiques qui vont marcher que sur un système. Est-ce que les informations que je vais délivrer à travers ou enregistrer à travers mon application seront stockées dans une base de données? Donc si déjà là vous posez la question base de données ça veut dire quoi, etc. Mais enfin si vous posez la question, il faut y répondre et peut-être que vous avez besoin de serveurs, vous avez besoin aussi d'un outil qu'on appelle généralement un back-office, qui est une application qui va permettre de gérer les données qui ont été saisies dans l'application par vos utilisateurs. C'est pas magique, je veux dire, vous devez consulter ces données à un moment donné pour pouvoir les gérer. Donc c'est pas dans l'application mobile que ça va se faire. Donc il faut prévoir finalement pas qu'une application mobile, mais tout un environnement autour de l'application. Tout ça, bien sûr, sera défini dans votre cahier des charges dont on a parlé tout à l'heure. Un point important, quand vous précisez votre projet, on parle d'application mobile, on parle de mobilité. Aujourd'hui, on est souvent connecté à Internet. Et j'ai bien dit souvent, quelquefois on n'est pas connecté à Internet, ou alors on pense être connecté à Internet, mais on a un débit qui ne permet pas de travailler avec une application mobile ou d'utiliser des applications, vous avez tous connu ça. Donc voilà, posez-vous la question, comment doit réagir mon application si je suis hors ligne? Est-ce que je veux que ça gère quelque chose quand je suis hors ligne? Est-ce que tout simplement il y aura un simple message qui dit faut une connexion à Internet pour utiliser mon application? Voilà, peut-être que vous avez des cas d'usage ou une application en tête qui doit fonctionner aussi hors ligne. Ça change la façon dont on doit développer l'application, attention. De la même manière, si vous prévoyez des paiements à travers votre application, il faut faire attention aux moyens de paiement que vous allez offrir à travers de l'application. Il y a des restrictions par Apple ou Google sur ce que vous pouvez vendre à l'intérieur d'une application et un tas de types de critères à connaître lorsque vous voulez faire du paiement depuis votre application. Et bien entendu, les éditeurs comme Apple vont faire en sorte que vous utilisez leur système d'achat intégré parce qu'ils vont gagner une commission sur les achats qui seront réalisés à travers votre application. D'accord ? Alors, le petit changement qu'il y a eu très récemment, c'est pour l'instant qu'aux États-Unis, il y a un groupe de développeurs qui ont monté une class action contre Apple pour justement faire en sorte qu'on puisse sortir de promouvoir depuis l'application un paiement ou une souscription à un abonnement, sortir de l'application, le payer ailleurs, donc sur un site web par exemple, et puis en in-app. Ils ont gagné le procès, donc Apple a perdu. Pour l'instant, c'est que pour les Américains, ça risque de faire boule de neige, mais ça reste intéressant. C'était faux il y a encore très récemment, et il y a plusieurs années aussi au début. Les applications, on ne pouvait faire que de l'achat intégré. Dès qu'on commençait à dire dans l'application, abonne-toi pour avoir plus de X, plus de choses
dans l'application, eh ben, il fallait passer par les achats étapes et payer une commission de 30% à Apple, ce qui peut être très important pour certains développeurs et à prendre en compte surtout dans ce business plan. Alors il y a quand même des cas où il n'y a pas besoin de payer aux éditeurs des plateformes quelque chose, c'est lorsque le service que vous rendez par l'application, ce service il est rendu physiquement. Je prends par exemple Uber ou une application de VTC, le service il est rendu par un chauffeur. Il n'est pas rendu par l'application, elle vous permet de trouver un chauffeur. Donc après une transaction qui est faite à travers l'application, d'accord, mais Apple ne va pas pas prendre de commission sur cette transaction-là parce que le service a été rendu par un chauffeur physiquement. Voilà, donc ça c'est des cas où il n'y a pas de commission. Si vous faites une application e-commerce et que vous envoyez un produit, là non plus, il n'y a pas de commission à verser à Apple. Par contre, souvent dans les jeux, hein, vous achetez des choses dans une application de jeu, là il y a une commission. Optimiser son budget, ça sera la deuxième clé importante. Donc forcément, hein, le budget c'est quand même le nerf de la guerre. Donc déjà si vous utilisez un prestataire pour le développement, faites en sorte d'avoir des prix, des engagements qui sont fermes par rapport au développement de votre application. Ça c'est important. Essayez de consulter justement différents prestataires avec le cahier des charges qu'on a vu sur la première clé, parce que vous avez bien défini votre projet. Vous pouvez consulter après des prestataires, parce que si vous n'avez pas de cahier des charges, qu'est-ce que vous allez dire aux prestataires A, B et C, peut-être pas la même chose, donc ils vont comprendre les choses différemment et vous faire des devis complètement farfelus et pas sur la même base. Donc je rappelle encore, le cahier des charges, on insiste beaucoup chez Axocode sur ça, mais le cahier des charges est vraiment très important. Après, des plateformes aussi, hein, vous pouvez trouver des prestataires. Attention, dans le budget, c'est un coût global, c'est pas juste le développement, vous voyez, le développement de l'application, le coût de développement, c'est pas le seul coût quand on veut réaliser une application. Et souvent, on a des clients qui viennent nous voir que pour cette partie-là, mais en fait, ils ont oublié toutes les autres parties. Et vous voyez que ça, finalement, représente vraiment une grosse partie, mais c'est pas l'essentiel du budget global. D'accord ? Promotion et marketing, je vais donner quelques clés après, mais je n'ai pas spécialiste du marketing chez Axocode, on fait du développement. Il y a des spécialistes à Gênes, il y a des conférences sur le sujet. Et voilà, c'est vraiment une part importante, la promotion et le marketing de votre application. Vous imaginez bien, avec le million d'applications qu'il y a dans les stores, il y a plus de, je crois, les derniers chiffres, c'est 60-66% des applications ne sont pas téléchargées dans les stores. C'est énorme, d'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il faut se démarquer. Et ça passe par un budget marketing forcément comme beaucoup de choses. Choisir le bon prestataire, ça semble évident comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Alors, on va essayer de donner quelques informations sur qu'est-ce que c'est pour nous un bon prestataire. Voilà, regardez les références. Comment vous pouvez juger qu'un prestataire est bon dans du développement d'application ? C'est de regarder déjà ce qu'il a fait. Si il peut vous présenter des références, c'est quand même mieux. Les réalisations, est-ce qu'elles sont plus ou moins identiques à votre projet ? Ça sera encore mieux. Voilà, donc cherchez à comprendre les prestataires qui vont vous répondre au niveau de leurs références si ça matche avec votre idée, votre projet. Regardez aussi l'expérience, ça va un peu avec les références, mais pas tout le temps. L'expérience du prestataire dans les applications mobiles, aussi l'expérience de l'équipe. N'hésitez pas, lorsque vous demandez des propositions commerciales à des prestataires, demandez les CV des personnes qui vont éventuellement travailler sur le projet pour essayer de vérifier que c'est bien les développeurs mobiles qui vont travailler sur votre projet. Combien de développeurs, leur qualification, leur certification, voilà, c'est un tas d'éléments importants à vérifier quand vous allez comparer vos prestataires. La technologie que le prestataire va utiliser aussi dans votre développement, c'est très important. On parle de technique, donc je suis conscient qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances de ces technologies, surtout leurs différences. Essayez de vous renseigner entre les applications qu'on appelle hybrides ou des applications natives. Donc voilà, donc c'est un petit peu autour de ces mots-clés qu'il faut regarder, et surtout c'est votre prestataire le prestataire qui va indiquer les technologies qu'il utilise, et essayer de comparer
les technologies. Certaines technologies vont être assez limitées et lorsque vous allez vouloir faire peut-être évoluer fonctionnellement votre application, vous allez être peut-être coincé parce qu'il y a une fonctionnalité que vous ne pouvez pas intégrer parce que la technologie ne va pas le supporter. De la même manière, l'organisation que le prestataire va mettre en place autour de votre projet, alors attention, là je parle de choses qui s'adaptent finalement à un peu beaucoup de développement ou de projets de développement. Voilà, quelle est l'organisation qui est mise en place avec le prestataire? Est-ce que vous allez avoir pendant le développement des revues de projet hebdo pour avoir la progression du développement? Est-ce que vous faites des points, des comités de pilotage? Quelle est son organisation? Comment il va vous mettre en place sur un environnement de test l'application en cours de développement à certains moments clés du développement? Voilà, donc essayez de vous renseigner, que ce soit écrit noir sur blanc quand même dans la proposition, comment il va organiser le travail avec vous en tant que client. Très important aussi quand vous faites la différence. Souvent, voilà, on a des entreprises qui reviennent vers nous en disant ben voilà comment ça s'est passé. On a commencé le développement, pendant 6 mois on n'a plus entendu parler du prestataire et puis avec une version qui n'en est pas du tout. Voilà, c'est à la fois pas normal pour le prestataire, mais c'est pas normal aussi pour vous d'attendre 6 mois un retour du prestataire. Il faut vraiment cadrer les choses aussi au niveau de l'organisation. Bien sûr, le coût, comparer le coût des devis qui vous sont fournis. Est-ce que ce coût-là a été détaillé fonctionnalité par fonctionnalité ou est-ce qu'on va donner juste un montant global de développement ou est-ce que le prestataire a fait quand même l'effort de chiffrer fonctionnalité par fonctionnalité? Pourquoi c'est important? Si à un moment donné vous êtes court en niveau budget et que vous voulez un petit peu changer la façon dont vous voyez la première version de l'application, vous allez pouvoir arbitrer et enlever des fonctionnalités parce que vous savez qu'elles ont un certain coût et peut-être qu'elles ne sont pas encore utiles à 100% pour cette première version-là et vous pouvez peut-être faire le développement un peu plus tard pour rentrer dans votre budget. Et bien sûr, si les prestataires ne vous fournissent pas une liste détaillée de coûts par fonctionnalité, vous n'allez pas pouvoir faire cet exercice-là. Et fort à parier qu'il ne faudra pas choisir son prestataire. Donc, mais tout ça, il pourra le faire aussi le prestataire à partir du moment où il a un cahier des charges de ce nom avec la liste des fonctionnalités. Et il faut quand même lui donner un peu de matière pour qu'il puisse faire son détail. Alors bien entendu, si un prestataire vous fait un chiffrage sans que vous ayez de cahier des charges, sans avoir de cahier des charges et sans qu'il vous demande un cahier des charges, attention, alerte rouge, ne choisissez pas ce prestataire. Les délais, forcément, les délais de développement qui vont être indiqués par le prestataire, important, et surtout bien prévoir tous les délais, parce qu'il y a une mise à disposition dans les stores qui peut prendre des fois, peut être pris de court parce qu'on veut vite déployer l'application, mais la fiche sur le store, j'en parlerai un petit peu après, n'est pas encore conçue, les captures d'écran, etc. Alors voilà, donc faites attention, il y a quand même des étapes au moment, juste à la fin du développement, au moment où vous voulez déployer, surtout après vos tests et que vous avez validé l'application, il y a quelques étapes et que des fois, on est pris par les délais et on va pas faire ces étapes-là qui sont très importantes, on va les voir. Enfin, toujours sur le prestataire, le service après-vente, la maintenance, voilà, est-ce qu'il y a une garantie qui est incluse dans son devis? Quel est le coût de la maintenance? Voilà, c'est aussi ça qui va faire la différence entre les prestataires et surtout ceux qui le prévoient et ceux qui ne le prévoient pas. Anticiper la publication de l'application, j'en ai un petit peu dit aussi tout à l'heure, voilà, il ne faut pas bâcler cette étape de publication qui est importante, parce que ça peut nuire à votre image et au succès de l'application. Donc déjà, le nom que vous allez donner à ce qu'on appelle le compte développeur, c'est le nom qui figure sur une fiche d'application. Vous avez un nom qui apparaît. Faites en sorte que ce nom-là, c'est le nom de votre entreprise, que ce n'est pas le nom du prestataire, souvent c'est le cas, que ce ne soit pas le nom de quelque chose de mutualisé, enfin que ce soit votre nom, parce que ça fait partie des éléments de recherche quand vous allez chercher une application dans un store, dans le moteur de recherche d'un store. Quand on tape le nom d'entreprise, on s'attend à avoir l'application de l'entreprise qu'on vient de taper.
Et donc si c'est le nom du prestataire, forcément on ne sortirait pas. Le coût des stores, il faut juste le prévoir, mais c'est pas non plus élevé. Il y a un coût annuel de 99 € par exemple chez Apple pour maintenir l'application. Chez Google, c'est un peu moins cher, c'est 25 €, c'est une fois. C'est pas des gros coûts, mais il faut quand même le prévoir et surtout anticiper bien en amont la création de ce fameux compte chez les éditeurs, parce qu'il y a quand même des procédures chez Apple, il y a une procédure qui est un peu longue pour obtenir le droit de publier. Donc il faut se prendre juste un petit peu à l'avance. C'est pas forcément le coût qui est important, mais c'est surtout le faire au plus tôt. Faites attention aussi au renouvellement de votre programme développeur, pas qu'il expire et que vous le renouveliez trop tard, histoire que votre application ne disparaisse pas du store juste parce que vous avez oublié de renouveler 99 € chez Apple. Ça arrive. Soignez les visuels de votre fiche, très important, que ce soit les visuels, que ce soit, je vais en parler tout de suite après, le contenu de la fiche. Il faut qu'il soit original, il faut qu'il soit enrichi avec des mots-clés. On est dans les mêmes caractéristiques du référencement sur les moteurs de recherche classiques web. Donc voilà, on a les mêmes techniques, les textes doivent être parlants pour les personnes qui vont déjà atterrir sur votre fiche, et déjà bien, ils ont trouvé votre application. Et ne les décevez pas à ce moment-là, parce que l'effort que vous avez produit pour qu'ils arrivent sur votre fiche peut être déjà énorme. Alors si en plus s'ils partent, ils n'avaient pas sur télécharger, c'est vraiment dommage, quoi. D'accord? Donc faites en sorte de soigner tout ça. Alors, bien sûr, il y a aussi donc, l'optimisation du référencement. Donc associez-vous avec, vous trouvez un prestataire dans son métier aussi, le référencement pour que vos fiches soient optimisées. Il y a aussi des mots-clés que vous pouvez mettre chez l'éditeur en plus de la fiche et du contenu de la fiche. Lorsque vous allez avoir aussi des évolutions futures et des mises à jour, le texte qu'on met sur la mise à jour est aussi très important. Il faut aussi travailler ce texte-là. Je le disais, pensez aussi au délai de publication. Il y a, ça va un peu plus vite. C'est des choses qui ont changé, qui ont évolué avec le temps. Il y a des revues d'applications. Donc quand vous envoyez une application à Apple, il y a une vraie personne, et oui c'est surprenant, mais il y a une vraie personne qui va regarder l'application. D'accord? Elle va regarder, il va l'installer. Déjà, s'il n'arrive pas à l'installer et que ça bug, déjà là, vous êtes rejeté. Mais il va essayer de comprendre l'application, qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que ce que vous avez mis dans votre fiche, c'est bien en rapport avec ce que fait l'application? Des fois, c'est pas le cas. Donc il va essayer de comprendre vraiment quand même. C'est ça qui est assez surprenant chez Apple, mais il y a vraiment quelqu'un qui essaie de comprendre l'application et de voir si ça respecte ce qui s'appelle les guidelines, qui changent assez régulièrement. Lorsque vous avez une connexion qui est nécessaire pour rentrer dans l'application, Apple va vous demander un compte pour pouvoir se connecter, pour voir qu'est-ce qu'il y a une fois qu'on se connecte. Donc il faut toujours penser aussi, dans l'anticipation, penser à avoir un compte pour le reviewer, c'est-à-dire avec un mot d'utilisateur et un mot de passe qu'il pourra utiliser pour se connecter. Donc souvent, on n'a pas envie forcément qu'il ait... il n'a pas les données... si par exemple on fait une application d'un réseau social et qu'on crée un compte pour le reviewer, forcément il va atterrir, il n'aura rien, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de contenu. Voilà, donc il faut prévoir que ça va se passer et qu'il puisse quand même utiliser l'application pour comprendre l'application et l'accepter. Donc ça peut prendre un certain temps et c'est surtout les allers-retours que vous allez avoir avec la personne qui va faire la review. Dès qu'il va trouver un truc, il s'arrête. Et il continue pas. S'il y a un truc qui va pas, il s'arrête. Il vous écrit en disant là, ça va pas, ça va pas. Il vous donne clairement les points dans les guidelines qui ne vont pas. Et à vous de republier une version, ils vont retester et repasser dans une file d'attente et rebelote s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut des fois ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines quand il y a vraiment un problème, parce que on a vu des applications qu'on a développées, il y avait par exemple quelques données qu'ils avaient considérées comme des données médicales qui n'étaient pas forcément des données médicales, tout simplement le nombre de cigarettes par exemple fumées. Il y avait des clients qui demandaient cette information-là, ils ont considéré que c'était de la donnée de santé, et donc ils ne voulaient pas que ça apparaisse dans l'application. Ou alors certaines données par exemple de tests, des spiromètres, des choses comme ça, à la mesure qui était prise et que on affichait en fait à l'utilisateur,
Apple voulait savoir comment cette mesure était faite réellement. En fait. Voilà, des choses comme ça qui sont louables, on va dire, mais qui ralentissent quand même la publication de votre application. Alors, effectuer des tests approfondis, c'est comme tout, hein, il faut tester à fond une application mobile pour pas justement publier une application ou mettre en revue chez un éditeur une application qui est buggée. Voilà. Donc, passez du temps, prévoyez aussi ce temps-là dans votre planning. Faites en sorte de le faire. Le prestataire va forcément faire des tests. On espère qu'il va faire des tests aussi de son côté approfondis et qu'il ne vous livre pas quelque chose de buggé. Ça ne devrait pas arriver normalement. Mais vous aussi testez votre application et laissez-vous le temps de réagir s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la recette. Demandez déjà dans la proposition, il faut qu'ils vous indiquent qu'il y aura donc cette phase de recette. C'est une étape très 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 importante. Souvent c'est sous-estimé. On pense que parce que le prestataire aura terminé le développement, ben, ça va marcher. Non, ça ne marche jamais. Ça tout de suite, ça ne marche pas. Alors partez dans cet état d'esprit-là, ça ne marche pas. Ça, vous êtes sûr de trouver des choses. Bien sûr, tout va dépendre aussi du prestataire s'il vous a fourni aussi des scénarios de test. On insiste beaucoup sur les plans de test. Vous décrivez déjà bien en amont du développement comment on va tester l'application. Que vous ayez la même façon de tester une application que le prestataire. Je ne vais même parler du plan de test. Réussir donc le lancement de son application. Donc ça commence aussi par la promotion de l'application en amont. N'hésitez pas, bien en amont de la publication, à déjà parler de votre application, que ce soit avec vos clients, vos futurs utilisateurs. Tout dépend de l'application, bien sûr, que vous voulez faire. Et essayez déjà de créer un engouement autour de l'application, créer par exemple une page web de lancement qui va expliquer l'application que vous allez sortir, etc. Si bien sûr il n'y a pas de confidentialité. Essayez de capter déjà des utilisateurs qui laissent leur adresse email pour pouvoir faire la promotion de l'application quand elle va sortir. Si c'est une application en interne ou pour un public averti, c'est déjà de former les équipes à ce nouvel outil pour que les utilisateurs ne soient pas déçus. Voilà, c'est toujours mieux d'en parler bien avant et pas de leur dire ben voilà, ça c'est l'application que tu vas utiliser maintenant. Prévenir ses clients. Hein, si vous avez déjà une base de clients et que vous sortez un nouveau produit, appuyez-vous déjà sur cette base de clients pour communiquer. Ça semble évident, mais on ne le fait pas tout le temps. Voilà, par des campagnes d'emailing, etc. Il y a aussi des sessions AGEN sur ces sujets. Utiliser son site internet, bien sûr, pour faire la promotion, mais ça arrive encore qu'on n'en parle pas, on ne parle pas de tout ce qu'on fait et qu'on ne fasse pas la promotion de ses propres applications sur son propre site internet. Bien sûr, travailler aussi le référencement sur ces pages qui parlent de l'application, parce que ben, voilà, ça va être autant de points d'entrée pour le téléchargement après de l'application. Vous moniterez régulièrement votre application. Bah oui, forcément, il y a des statistiques qui sont fournies par aussi les éditeurs Apple ou Google. Vous allez avoir des statistiques sur le nombre de téléchargements, le nombre de désinstallations aussi d'une application, qui est quelquefois aussi un critère, le taux d'engagement, etc. Un tas de critères importants à vraiment surveiller. C'est pas juste, c'est pas un gadget en fait. Hein. C'est pour comprendre l'application. Vous pouvez aussi intégrer des trackers à l'intérieur de votre application, comme des analytics que vous allez avoir sur un site web, pour comprendre comment les écrans de votre application sont utilisés, quel est le chemin que les utilisateurs prennent, est-ce qu'une fonctionnalité est vraiment utilisée, enfin, le nombre d'écrans qui ont été affichés par les utilisateurs. Voilà, donc ça c'est vraiment des données importantes qui vont permettre de vous adapter, de faire évoluer votre application. Voilà, son entretien. Donc son entretien, bah, ça va passer forcément par analyser les retours des utilisateurs, vos propres retours à vous, pour la faire évoluer. Donc ça veut dire qu'il faut aussi prévoir dans votre budget, je crois qu'on l'avait dans le camembert, un forfait de maintenance avec votre prestataire. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est 15 à 20% du montant de développement pour la première année. C'est le budget qu'il va falloir prévoir pour la maintenance, les premières évolutions, les adaptations une fois que vous avez mis à l'épreuve du feu votre application auprès des utilisateurs. Ben voilà, vous allez avoir des retours fatalement. Donc il faut prévoir de pouvoir avoir le budget pour vous adapter, parce que pour le coup là, ce ne sera pas la faute du prestataire si vous n'avez pas pensé quelque chose en amont. Donc prévoyez une enveloppe sur la maintenance et l'évolution.
Donc bien sûr, être à l'écoute de ces utilisateurs pour justement que ce feedback-là revienne, hein, donner leur possibilité de noter, donner des avis. Donc ça, c'est sur les stores. Très important aussi, hein, les notes et les avis, hein, bien entendu. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de répondre aux avis des utilisateurs. Vous êtes vous-même consommateur, j'imagine, d'applications mobiles. Peut-être que vous avez déjà noté des applications, vous avez déjà mis des avis. Mettez-vous à la place de l'autre côté et vous allez vite comprendre que c'est important de suivre ça et de répondre. J'ai entendu tout à l'heure une conférence sur comment bien répondre aux avis des clients, des utilisateurs. Voilà, il y a vraiment une façon de bien répondre et prenez en compte leurs remarques. Vous pouvez aussi intégrer, vous l'avez certainement vu, des fois c'est un petit peu embêtant, ça apparaît dans l'application, on vous demande de noter l'application, de laisser un avis. Voilà, faites-le subtilement. C'est-à-dire, c'est pas dès qu'on ouvre l'application qu'on vous demande de noter l'application. L'utilisateur ne la connaît pas, votre application, quand vous lui demandez de la noter, il ne la connaît pas et souvent c'est un motif pour la désinstaller. Donc, limitez, essayez de trouver justement par rapport au type d'application que vous développez. Voilà, à partir de tels critères, je sais que je vais pouvoir demander l'avis de l'utilisateur parce que je sais qu'il est en train d'utiliser correctement l'application, il est revenu 3-4 fois dans l'application, il a créé tel contenu, donc c'est le bon moment pour lui demander son avis. On sait qu'il est utilisateur, on sait qu'on va avoir peut-être un bon avis parce qu'il utilise l'application. Créer des comptes Facebook, Twitter, enfin tous les comptes sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup plus que ça bien entendu, pour votre application, toujours pour faire la promotion, multiplier les liens que vous allez avoir sur votre application et promouvoir votre application. Des liens Pinterest, enfin des images sur Pinterest par exemple aussi, des captures d'écran de votre application, des mises en situation, voilà, il y a un tas de choses que vous pouvez faire pour promouvoir votre application. Je l'ai un peu dit, mais voilà, imaginez aussi les évolutions, mais pas en termes d'évolution de maintenance qui sont demandées par les utilisateurs, mais déjà le coup d'avance. C'est-à-dire, je parlais de cahier des charges pour la V1, les fonctionnalités, essayez déjà d'imaginer à l'avance les évolutions de votre application. Par exemple, vous faites la création de compte par email, peut-être que vous pouvez faire une création de compte par Facebook, par Twitter, par des réseaux sociaux, mais peut-être que vous le ferez après, en V2, pas tout de suite, parce que ça a un coût aussi, ou l'inverse. Peut-être d'abord Facebook, et après la création de compte par email, vous pouvez capter un peu plus de données. Donc essayez toujours d'avoir un coup d'avance, une version d'avance, savoir où vous voulez aller. Ça rassure aussi certains prestataires de savoir que voilà, vous avez une vision par rapport à votre projet, et ça leur donne envie de travailler avec vous. Voilà, je vais prendre quelques questions, malgré le temps dépassé, si j'ai encore le droit. Je suis passé un petit peu vite peut-être sur ce point-là, mais effectivement, donc la question c'était, surtout la remarque c'était de dire d'impliquer les utilisateurs au début du développement, j'imagine, ou de la création d'applications, pour que justement on n'ait pas d'utilisateurs qui donnent des mauvaises notes ou qui ont des mauvais avis, donc les impliquer. Alors tout dépend de l'application, tout dépend du projet déjà. Est-ce qu'on a accès à ces utilisateurs en amont du projet, mais bien sûr, ça fait partie de votre réflexion lorsque vous construisez votre cahier des charges, vos fonctionnalités, d'aller interviewer des potentiels utilisateurs, des futurs utilisateurs pour cibler juste vos fonctionnalités. Et ça, c'est valable pour beaucoup de projets. C'est une démarche qui est intéressante. Attention, il faut savoir le faire aussi. Il ne faut pas se laisser emporter aussi par les utilisateurs parce que souvent ils veulent beaucoup de choses et pas forcément, ils ne tapent pas non plus forcément juste dans les besoins. Donc à faire, forcément, ça fait partie des choses que vous devez faire en amont, je dirais même, du cahier des charges. Hein. C'est vraiment au début du projet. Être sûr que ce que vous faites, de toute façon, il y a un public, il y a des utilisateurs et c'est vraiment un besoin qu'ils ont pas. Alors j'ai une petite question, tu vas me dire ça dépend, mais la fourchette de tarifs, tout compris, c'est quoi les ordres de grandeur? Bon. Non, alors nous, on aime bien le dire, même si ça fait un peu rigoler, mais c'est pas forcément très rigolo. Ça va de 5 à 50 000 euros. Voilà. Non, il n'y a pas vraiment de... La moyenne des projets qu'on a chez nous, c'est souvent autour de 30 000 euros sur le développement d'applications mobiles. Voilà, mais on peut aller sur 250 000. Enfin, tout dépend l'application, effectivement. Ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment, j'insiste sur le cahier des charges, les spécifications fonctionnelles, vraiment décrire son projet le plus finement possible. Si vous n'avez pas les compétences pour le faire, faites-vous accompagner pour le faire.
Là, pour le coup, c'est une prestation qui généralement tourne, selon aussi la taille de l'application, entre 3 et 5 000 euros. Vous faites accompagner par un consultant, par une entreprise qui sait faire, et elle va vous faire ce cahier des charges, elle va faire des ateliers avec vous pour comprendre le besoin, elle va vous faire quelque chose aux petits oignons que vous allez pouvoir vraiment utiliser pour chercher vos prestataires. Ça, c'est vraiment le coût à mettre, il est là en fait. Après, bah oui, forcément, imaginez bien que les applications du marché que vous utilisez tous les jours, vous imaginez même pas le prix que ça coûte. De toute façon, il n'y a pas de prix sur ce genre d'application. Un Facebook, ça n'a pas de prix. Vous voyez bien, c'est pas. Et pourtant, ou un Uber, ça n'a pas de prix l'application. Et je vous dis pas combien de BTC sont venus nous voir pour je veux une application comme Uber. Voilà, on ne peut pas leur répondre. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On peut leur dire quelques millions de dollars, on sera faux et ils n'auront pas le budget. Donc c'est difficile, c'est difficile. Merci à vous. J'espère que vous avez découvert plein de choses. Donc on est stand B5 au rez-de-chaussée si vraiment vous voulez continuer de poser des questions en off. Voilà, on fera le plaisir de répondre. Sinon, bah voilà, vous avez mes informations si vous voulez me contacter directement. Merci.